Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans la bande à Carlyle. Aujourd'hui, on parlera du nouveau Premier ministre Mali, Abdoulaye Maïga. Qui est-il? Qui constitue sa nouvelle équipe gouvernementale? Quelles seront ses relations avec la classe politique malienne? Quelle sera la durée de ce gouvernement? Pour en parler, je suis accompagné de Maître Bala Sissé, avocat au barreau de Paris. Bonsoir Maître. Merci pour l'invitation. Et cher Chambel. Chambel Gimbaïra, directeur de la publication de La Voix du Mali. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Abdoulaye Maïga, le général Premier ministre. Chambel, est-ce que la nomination de ce nouveau Premier ministre était simplement une évidence quand on regarde son parcours? Par rapport à son parcours, oui et non en même temps, parce que le timing et le chronogramme n'étaient certainement pas le bon. Parce que l'homme, quand même, il était le seul ministre d'État dans la sphère gouvernementale. Bon, c'est un parcours de civil habillé en militaire, hein, en réalité. Il est très a brillant, passé plus de temps à l'école, à étudier des doctrines et puis à ressasser. Il a quand même... mais par rapport au timing, c'était peut-être pas attendu que Choguel parte de sitôt. Mais on aurait cru que quand il l'a remplacé en 2022, lors de sa maladie, qu'il allait être le succéder rapidement. Mais il s'était préparé. Il s'était préparé à habiliter cette fonction-là, à habiller cette fonction, à l'occuper. Mais c'est venu sur le cours de l'histoire. Certainement que Choguel même s'attendait à partir pas dans ce timing, mais c'est venu en tout cas contre-courant. Et l'homme qui était le mieux préparé à occuper ce poste-là l'a occupé aujourd'hui. Et donc, justement, mettre son ascension. Il était ministre de l'administration du territoire, porte-parole du gouvernement. Il est toujours ministre de l'administration du territoire. Et Premier ministre provisoire. Son ascension a préfiguré la chute de Choguel Maïga. Moi, je pense que je partage le même avis que le grand frère Chambel qui disait la chose suivante. En réalité, en fait, je pense que du fait qu'il était à la primature 3 mois, c'est une préparation. Il n'est pas parti pour rien. Déjà, si on regarde lors des passations de pouvoir, le Premier ministre sortant, Choguel Maïga, dit la chose suivante. Vous connaissez déjà la maison. Donc, en réalité, c'est là qu'on pourrait corroborer les propos de Chambel en disant qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est préparé. En réalité, si on regarde son parcours, c'est en réalité la gendarmerie, etc. Le Premier ministre général Maïga n'est rien d'autre qu'un technocrate, un civil. Il ne faut pas oublier qu'en réalité, parmi les 5 colonels, plus lui, il fait partie de l'un des grands technocrates aujourd'hui du gouvernement. Il faut assumer. C'est vrai qu'aujourd'hui, au regard de son parcours, les diplômes qu'il en a, cher Chambel a dit quelque chose qui est très important. C'est quelqu'un qui est purement intello, si on va dire. C'est un intellectuel quand même qu'il ne faut pas oublier, malgré tout, qui n'a pas de bagage politique, qui n'est pas politiquement, c'est ça que je serais d'accord avec Chambel. Il n'est pas, mais en réalité, sur le plan, il est le militaire le mieux, universitairement cadré, qui a des bagages dans ces cas. Le poste, il est déjà taillé pour lui. Mais Chambel, il y avait... Parce qu'en réalité, en réalité, il était Premier ministre, il était Premier ministre des faits, parce qu'il était ministre d'État. En réalité, tout passe par lui, rien ne passe par Choguel Maïga, qui était un Premier ministre des fauteuils vides. Mais Chambel, au sein de l'équipe gouvernementale, il y avait des personnes qui pouvaient succéder à ce poste en dehors de lui. Pourquoi pas le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, par exemple? C'est un profil intéressant. Il y a des profils et il n'en manque pas de profils même en dehors de l'attelage gouvernemental pour occuper ce poste-là. Mais c'est aussi une question de confiance et de relation. L'homme a montré des preuves quant à sa prise de parole à la tribune des Nations Unies. Et réellement, il a continué sur une certaine politique. Il était très proche, et il est encore très proche du président de la transition, Assimi Goïta. Il reste à occuper. C'était l'homme qui devait organiser les élections supervisées. D'ailleurs, il maintient la main sur l'organisation pratique de ces élections-là. Donc voilà autant d'événements de succession qui viennent nous dire que c'est venu à court terme, mais en tout cas, il est là. Et l'occupation, la confiance, il a été rappelé de Bakou, de la COP29, pour venir d'Ardar et se préparer pour prendre la primature. Et le Conseil des ministres a été repoussé dans la foulée. Et il y a eu tellement d'anecdotes dans cette succession de choses qui nous montrent que ce n'était pas prévu d'avance, même si on était préparé à ce que ce soit l'homme qui vienne à la primature en ce moment au Mali. Et ses premiers mots à la primature, c'est: notre engagement pour le Mali est le même. Il n'y aura pas de changement de cap, mais une réorientation technique. L'essentiel, c'est de maintenir la même vision pour atteindre les objectifs de réalisation de la vision du chef de l'État, celle du Mali courra maître. Quelle analyse faites-vous de cette première déclaration? Mais je pense que si on regarde la déclaration d'action du gouvernement Choguel Maïga, on le voit les 4 axes. En réalité, il dit clairement quand même qu'aujourd'hui, les militaires n'ont plus besoin d'une caution civile
à la tête, c'est ça que je serais d'accord avec Franck Chambel qui dit la chose suivante. En réalité, dans l'improvisation, ils ont trouvé le couple idéal, c'est Goïta-Maïga, en fait. Goïta-Général Maïga. En fait, le couple général, mais là, quand même, les critiques qu'on peut le mettre, c'est hyper-militarisation de l'exécutif aujourd'hui. On a quasiment un général à la tête du Mali, on a un général chef de gouvernement en réalité. Donc, ça dit qu'on assume clairement que le Mali n'est plus un régime militaro-civil. Aujourd'hui, nous sommes dans un militaire hyper militarisation de l'exécutif et du gouvernement. Parce que si on regarde la composition du gouvernement, moi je pense que, en réalité, c'est ça qu'il faut Chambel a dit quelque chose qui est très important. Moi je pense que la confiance, il y avait une rupture de confiance avec Choguel. En réalité, il n'avait pas besoin. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, dans la réalité, c'est quoi ? Le mot Malikoura qui me dérange ici, parce qu'en réalité, si on remonte dans l'histoire, les troïkas qui a eu lieu entre les partisans du M5 pour mettre fin au régime de feu Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, la paternité de Malikoura ne devrait pas y revenir. La vision des militaires n'est pas Malikoura ou la refondation du Malikoura, parce que si on regarde aujourd'hui quand même que ils ont volé la révolution aux révolutionnaires. Donc en réalité, les critiques qu'on peut faire le membre du M5, que c'est Malikoura n'est pas une vision des militaires. Le Malikoura est une vision politique qui n'est rien d'autre que peut-être aujourd'hui, on va clairement... C'est ce que de la vision des militaires aujourd'hui. Les militaires, ils ont assumé la politisation des forces des armées. Aujourd'hui, nous sommes dans la politisation des forces des armées. Ils sont aux affaires. En réalité, mais attention, ils ne sont pas aux affaires parce qu'il dit aux Maliens aujourd'hui, c'est la faute. Si le Mali est dans cette crise multidimensionnelle, ce n'est pas notre faute, c'est la faute des politiques. En réalité, ce sont des politiques non assumées, mais ils ont assumé la politisation aujourd'hui des forces des armées. C'est-à-dire qu'en réalité, ils font de la politique, mais c'est une nouvelle dimension de la politique sécuritaire. C'est-à-dire qu'on a quitté la démocratie électorale à une démocratie sécuritaire aujourd'hui. En réalité, le Malikoura n'est pas une Malikoura des militaires, c'est une Malikoura qui est volée aux dirigeants des M5. Chambel, il parle de vol de la révolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne partage pas l'opinion de Maître Bala sur la question. Il faut savoir que l'histoire politique du Mali a été longtemps jalonnée par ces deux mamelles qui se tiennent. De la révolution de 91 à celle de 2012, en passant par celle de 2020, il y a une aile militaire et une aile civile-militaire. Une aile civile qui a tout le temps mené les contestations politiques sur le terrain, qui a été récupérée quelque part. Et on est jusque-là arrivé à faire une symbiose à la tête de l'État pour présenter le Mali géré pendant une transition par des civils qui cohabitent pacifiquement avec des militaires. Mais sauf que nous sommes dans ce cas précis, dans une transition beaucoup plus longue, dans une dimension culturelle et sécuritaire qu'il faut intégrer au volet, et dans une ambition sous-régionale qui fait que les tentacules du Mali vont du Niger jusqu'au Burkina Faso. Donc il y a l'AES, il y a toute cette imbrication politique qui font qu'il n'y a pas que l'intérêt suprême du Mali qui compte, de l'État qui compte évidemment, mais aussi à prendre en compte l'ambiance sous-régional. C'est vrai que Choguel Kokala Maïga a une carrière politique riche et longue, mais en réalité, aujourd'hui, l'aspect sécuritaire, l'aspect militaire, l'aspect AES, intégration sous-régionale, et l'aspect confrontation sur la scène internationale et occidentale font que ça les conforte dans leur position. En quelque sorte, c'est le monde extérieur, la CEDEAO et la communauté internationale qui poussent un peu les militaires au Mali, les régimes de l'AES à se braquer beaucoup plus. À mon humble avis, il faut détendre la situation, pouvoir les parler d'égal à égal, mettre en avant l'intérêt supérieur de ces États-là pour qu'on sorte de cet accrochage et de ce bras de fer. Est-ce que le nouveau Premier ministre peut être point de contact avec la communauté internationale, notamment la CEDEAO? On espère qu'il réussira là où le docteur Choguel Kokala Maïga n'a pas réussi, même si c'était difficile de pouvoir reprendre langue avec la CEDEAO, de reprendre langue avec la communauté internationale. Mais est-ce que l'homme, par rapport à ses habits, par rapport à ce qui précède la situation, est aussi libre, autant que soit peu, à prendre attache? Il peut apaiser, rassembler. On l'attend là-dessus, rassembler la classe politique, rassembler la société malienne, rassembler tout le monde. Sur le plan politique, même s'il n'est pas politique, j'ose espérer qu'il a appris beaucoup de cette situation pour pouvoir redresser le bateau malien et pour que le Mali redevienne, sans perdre son âme, redevienne fréquentable, reprenne la parole avec tout le monde tout en défendant ses intérêts. Ce n'est pas impossible. M. Bala Cissé, vous voulez réagir sur la... Non, oui, mais moi je pense que quand même qu'il faut pas, je ne suis pas là pour prendre la défense de Choguel Kokala Maïga. Choguel n'a jamais été l'homme qui décide. En fait, on avait quelqu'un qui décide, il s'appelle Assimi Goïta. C'est les généraux qui décident, le colonel généraux qui décident. Il ne faut pas mettre la critique sur Choguel, que Choguel n'a pas pu mettre une diplomatie au niveau de la CEDEAO. Moi je pense que c'était les orientations des choix stratégiques. Choguel était juste un exécutant, un subordonné. Choguel n'a jamais été chef.
Ce sera le cas du nouveau Premier ministre aujourd'hui, un exécutant aussi? Non, mais en réalité, Chambel a dit quelque chose que le Premier ministre aujourd'hui est un exécutant, mais un homme de confiance. Plus, on a beaucoup de confiance. Et en général, parce qu'en réalité, l'erreur de la classe politique malienne, c'était la question qu'ils n'ont pas fait une solidarité des façades comme les militaires. Parce que peu importe aujourd'hui, les militaires... Cette solidarité aussi n'est pas possible, parce que si tu interroges un peu le passé, notre passé... Non, mais je suis d'accord sur ça. Je vais revenir sur ça. En réalité, si on regarde, Choguel est parti, Choguel a divisé, ils ont pris Choguel, jusque Choguel est un clivant qui a pu diviser la classe politique. Mais aujourd'hui, Abdoulaye Maïga ne divise pas la classe politique, parce qu'en réalité, l'intérêt... Il faut interroger aussi l'origine de Choguel, parce que Choguel se réclame du mouvement, de la dictature de Moussa Traoré, il y a un mouvement démocratique qui est là, donc on ne peut pas combiner les deux, ça c'est pas possible. Mais en réalité, ils ont pris le profit de Choguel étant nécessaire pour diviser la classe politique. Parce qu'en réalité, Choguel a été clair dans son ouvrage, ou Choguel a été clair dans sa position, clairement que l'erreur aujourd'hui du Mali, c'est le mouvement démocratique. Ça c'est un débat politique. Ça c'est un débat, ça c'est pour Choguel. Mais en réalité, moi ma question est simple aujourd'hui, c'est qu'il faut s'interroger. L'histoire politico-constitutionnelle du Mali est simple. En réalité, je suis d'accord, si on regarde depuis l'indépendance en nos jours, mais il faut quand même regarder les causes lointaines. Le Mali, 60, 68 civils, 68 jusqu'à 91, nous avons un militaire. 92, nous avons un militaire. 92, de 92 à 2002, nous avons un civil. Le seul civil qui n'a jamais parti par coup d'État qui a fait 10 ans. Mais bizarrement, nous avons un soldat de la démocratie qui a fait 2002 à 2012, qui a fait ATT, mais en réalité, on voit la transition qui a été, ça je suis d'accord avec Chambel qui avait dit, on avait une transition toujours l'aile civile, l'aile militaire qui a été faite. Oui, mais ça je suis d'accord. L'histoire du Mali, en réalité, ils ont l'impression, là où je ne suis pas d'accord, l'analyse qu'aujourd'hui qu'on peut apporter, ils ont l'impression que les militaires n'ont jamais dirigé le Mali, mais si on regarde, les militaires, ils ont tant dirigé le Mali quand la question ne se pose pas en termes de civil et de militaire. Mais la question, moi, mon problème aussi n'est pas qui dirige le Mali, c'est les systèmes de gouvernance. Quand tu parles de l'intérêt, aujourd'hui, si on regarde dans l'intérêt aujourd'hui, c'est quoi? Le Mali, au niveau, la nomination du général Maïga n'est rien d'autre que la concrétisation d'une fédération des faits. On va quitter dans une confédération à une fédération de faits. Dans ces fédérations de faits, attends, je termine. Dans cette fédération de faits, les choses sont simples. En réalité, là, c'est là que je serais d'accord avec toi. Ces trois États, ils ont intérêt à faire une fédération des faits. On parle de l'AES. L'AES, c'est le cas les États d'Israël. C'est le cas aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si on regarde les cas de Djoliba, qu'il faut en parler, si on regarde les cas de si on regarde les cas des Isaac pas à pas. C'est ça. Nous sommes à une confédération. Non, ce n'est pas une fédération. Ils ont déjà dit dans le préambule, ce n'est pas moi qui dis. Dans le préambule, ils ont dit qu'ils se dirigent vers une fédération. On se dirige vers. Mais moi, je dis aujourd'hui, ils ont commencé la même année qu'on a commencé à concrétiser l'arrivée du général Maïga au pouvoir. La même année, on est en train de se préparer à l'aise. Même si on n'aura jamais l'État confédéré du Mali, mais en réalité, dans les faits, aujourd'hui, ces trois États, on voit quand même qu'il y a les passeports, la question du passeport biométrique. Nous avons aussi la question monétaire qui sera là. Nous avons aussi la sortie officielle au mois de janvier au Mali, le Mali de la CEDEAO, mais il ne faut pas oublier aussi qu'en réalité, si on regarde les perspectives qui se gèrent à tête reposée et qui se gèrent ensemble. Non mais c'est ça, je suis d'accord. Je pense que je ne suis pas là pour être prétentieux. J'avais écrit avant le militaire qu'ils ont un intérêt capital que les trois États, avant la création de l'AES. J'ai écrit, c'est accessible à mes ouvrages. J'avais écrit avant ça qu'il y avait une nécessité qui a renforcé les liens à la fois diplomatiques, économiques, voire sécuritaires entre les trois États. Donc je ne suis pas surpris de l'AES parce que la paternité de l'AES ne vient pas aussi des militaires. Il y avait des Maliens qui ont écrit avant les militaires qu'il faut aller vers ça. Mais c'est ça que ça a été une idée qui devient des ATT. Voilà, en réalité, le militaire n'a rien créé d'emblée qui est le avant, on a eu le Liptako Gourmand. On a eu tellement de tentatives. On va pas s'éloigner du sujet. On revient sur l'actualité politique au Mali avec la nouvelle équipe gouvernementale. Après, on parlera de la question des passeports aussi, et puis de la sortie du Mali de la CEDEAO qui sera actée en janvier, c'est bien ça. On va essayer d'analyser ce nouveau gouvernement qui comporte 28 ministres, plus que le précédent, 7 entrants et 7 sortants. Les membres qui étaient proches de Choguel Maïga ont été exfiltrés, j'ai envie de dire comme ça, pour parler dans le langage militaire. Chambel, est-ce qu'il y a une purge ou c'est un changement technique? Non, c'est un changement auquel il faut s'attendre. En réalité, le M5 RFP avait quand même pignon sur rue dans ce gouvernement, était largement représenté. Et le retrait de ce M5, de ce mouvement politique entre guillemets, disparate aussi, parce que le M5 RFP n'est pas qu'un groupement politique monocolore, et puis il est divers en ses composantes. Le Malikoura de Cheikh Omar Sissoko, en passant par l'association de Mahamoud Diko, jusqu'au regroupement de l'URD autour de Choguel, représenté aujourd'hui par Choguel. Bref, la première perte de terrain a commencé depuis le 1er mai. Ensuite, ça s'est conforté.
Parce que c'est un clash. Hein. Je crois que c'est un mot qui est sorti. Choguel Kokala Maïga a suivi l'aile dure de son clan. Bouba qui a été emprisonné, Maïga, l'autre Maïga Draman qui a été emprisonné. Et lui, il a tenu ses discours. Et le meeting avait pour thème 1 an de libération de Kidal. Je ne veux pas comment ça peut... C'est un prétexte, il a utilisé plus loin que la pensée. Et donc, les leçons politiques, il faut les tirer. Et donc, le M5, Choguel ne peut pas partir du gouvernement et que les autres qui le suivent ne partent pas. Il y a eu un départ, mais il y a eu quand même quelques faits, éléments qu'il faut noter. Un renforcement de la société civile. Le ministre de la Culture, par exemple, Mahmoud Dafé, est un féru de culture. Unanimement, on est d'accord là-dessus que la rentrée culturelle a eu sur lui. Et d'autres ministres qui sont venus également dans ce gouvernement. C'est un peu un jeu d'équilibrisme pour pouvoir prendre en compte toutes les aspirations des populations et aller de l'avant dans une transition qui prend du temps, qui met plus du temps. C'est la plus longue transition que nous connaissons et qu'en plus, c'est plus complexe. Une transition n'est pas un régime, c'est une transition. Nous sommes aujourd'hui dans un régime permanent, on a le caractère permanent de la transition. Non, je suis désolé. Là, je parle d'un point de vue juridique, nous sommes dans un régime politique. Ça vous engage, mais moi, je ne partage pas ce point de vue. En tant que juriste, je prends mon casquette pour dire que nous sommes dans un régime politique permanent. Non, c'est pas un régime, c'est une transition. Parce que une transition reste une transition. Et avec une durée. Mais il n'y a pas la fin de la transition. Qui c'est? Je ne sais pas dire. Il y aura la fin, même à un mandat, il y aura la fin. Mais je ne crois pas pour le moment qu'on dirigeront vers la fin de la transition. Ça n'engage que le conseil. Non, mais ça ne m'engage pas. Mais voilà, ça ne m'engage pas. Restant sur le gouvernement, le général Sadio Camara est resté à la défense. Le général Ismaël Ouagé aussi à la réconciliation nationale. Certains analystes politiques parlent de militarisation du régime. Bien sûr, mais ça a été au Parlement. Oui, je ne marcherai pas sur la langue de M. Bala. Les classiques sont restés, les plus durs sont restés. Il faut se rappeler quand même que ces hommes-là ont occupé ces différents postes avant le départ de Bandaou. Et que c'est même cette crise qui a conduit à l'éviction de Bandaou. C'est les faits. Les faits sont les faits, sont têtus, il faut les raconter. Maintenant, l'aspiration populaire aussi aidant, ça puise son fond dans une popularité des assises de cette gestion-là. Donc ils ont une influence aujourd'hui dans le Mali, ils ont une influence, maître. Ça, c'est réel. Ils sont des poids lourds aujourd'hui, il ne faut pas négliger. Mais bien sûr, parce qu'au Mali, en fait, ce qu'il faut retenir au Mali, on peut tout critiquer, tout apprécier, sauf d'apporter des critiques ou les jugements sur les choix stratégiques de la transition. Critiquer la transition, c'est un blasphème. C'est comme critiquer la religion, en fait. Aujourd'hui, le Mali, une bonne partie du Mali accepte... Non, quand même, il y a des hommes politiques qui parlent. Il y a Moussa Mara qui parle, il y a Guindo qui parle. Je vais revenir sur cette partie. Mais en réalité, si on regarde, une bonne partie de Maliens acceptent qu'on critique même la religion au Mali aujourd'hui, mais on n'accepte pas qu'on critique la transition. Moussa Mara, oui, on en a parlé, Moussa Mara reste... En réalité, Moussa Mara n'est pas audible aujourd'hui dans la classe politique malienne. Ouais. Tous les hommes politiques aujourd'hui, y compris Choguel Kokala Maïga aujourd'hui. Si on fait une élection aujourd'hui, entre le militaire et la classe politique, c'est là que je serai d'accord avec toi. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de match. Il y a un fondement politique, ça c'est réel. C'est la réalité du jeu. Parce qu'en réalité, ils ont vendu, c'est du populisme. Ils ont servi de Choguel Kokala Maïga comme un chiffon, ils ont terminé, ils ont jeté, ils ont fait du populisme et la démagogie, voire il faut appeler un chat par un chat. C'est la réalité. Il y a des résultats aussi concrets qui suivent cette situation. Nous avions une situation sécuritaire qui est en train d'évoluer. Il y a une demande populaire qui est là. Mais c'est normal, la question sécuritaire. Ils sont aux affaires, ils sont arrivés pour le prétexte sécuritaire, la crise sécuritaire. Ils sont obligés de s'investir que dans la sécurité. Jusqu'en oubliant les quotidiens des Maliens aujourd'hui. Combien de Maliens aujourd'hui n'ont pas de courant, d'électricité? Il y a des difficultés. Il y a des difficultés comme cette gestion. Mais on est dans l'incapacité même aujourd'hui d'organiser les élections aujourd'hui au Mali. Parce que qui va nous donner l'argent quand on regarde la dette du budget du Mali? Non, mais quand même, il y a une ligne dans le budget national qui parle des élections. Non, mais on le sait. Il y a un département qui s'occupe. Même 2023, ça a été les cas. Même 2022, on voit dans les lignes budgétaires. Mais chaque fois, on reporte les élections. La question, je ne suis pas là, qu'ils n'ont pas l'intention d'organiser. Mais quand ils vont organiser, en fait, on ne sait pas. Je ne suis pas divin. Dieu ne m'a pas donné ses pouvoirs pour le moment pour prédire l'avenir du Mali. Mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui, nous sommes quand même dans une transition permanente. Cette transition permanente. Nous sommes dans une transition qui est appelée à se terminer avec des élections. Mais toute personne, toute vie. Ça, c'est la projection. Toute vie terminera. Il faut être optimiste pour son pays et optimiste pour le Mali. Jusqu'à où ils vont rester au pouvoir, ça l'avenir nous dira pour ça.
pas le bon angle de traitement. Jusqu'à ils vont rester, c'est une transition qui a un début et une fin avec l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Il y a eu un décret qui a fixé une première fin, qui a été prorogé. Il y a des espoirs, il y a des lignes. Depuis le 26 mars, l'éviction de la ligne dans le budget. Depuis le 26 mars, il y a aucune date officielle de la prolongation de la transition. Le budget national d'organisation des élections est un point. Le ministère qui rencontre celui-là est en 2023. Tout ça est en 2023. Tout ça est en 2023. Non, tout ça est en 2023. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas les éléments d'organisation des élections. Depuis 2023, ces éléments existent. Mais la question est de savoir... Parlant d'élections, le Premier ministre garde son portefeuille de ministre de l'administration du territoire. Le dernier ministre est rattaché à lui. Et donc, c'est pour dire qu'il en charge des élections. Il y a une volonté du Premier ministre d'organiser les élections. Il me semble que ça, c'est des éléments quand même qui vont vers l'organisation d'élections. Le fait que le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale qui a travaillé longuement sur ce dossier-là, qui a rencontré sur la classe politique, qui l'a redonné confiance, qui a mis en place l'EHEJ, qui a pris fonction, qui est dirigé, qui travaille et qui est une ligne budgétaire votée au CNT par rapport à ces élections, laisse présager que très prochainement des élections seront organisées. Maintenant, les conditions sécuritaires vont-elles permettre à ce que ça se fasse dans 3, 6 mois, 1 an? Là est l'autre question que moi je ne peux pas répondre, à laquelle je ne peux pas répondre, à laquelle Maître Bala est mal placé, malgré le fait qu'il soit constitutionnaliste de pouvoir répondre à ça, parce qu'il n'a pas de connaissances militaires sur le terrain. Donc il est obligé de s'arranger. Ces hommes et ces femmes-là. Je ne m'arrange pas. S'arranger, c'est la lâcheté. Non, ce n'est pas s'arranger. Tu es obligé d'écouter les facteurs, parce que les facteurs sécuritaires est un facteur important dans l'organisation d'élections. Toi, tu n'as pas la clé de cela. Il y a aussi une dimension de l'AES qui va au-delà du Mali. En réalité, la transition dépend de la question sécuritaire. C'est qui juge qui a la question sécurité. À partir de quel seuil peut-on parler d'organiser les élections? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous avons organisé le référendum au Mali. Selon le gouvernement, les référendums ont tenu partout au Mali, même à Kidal. Mais moi, j'ai une question aujourd'hui. Dans les 4 axes du gouvernement Chorel Kokala Maïga, il y a l'organisation des élections, il y a la question sécurité. Aujourd'hui, j'accepterai avec toi que, en réalité, la sécurité a amélioré, on est d'accord, par rapport aux civils. Mais en réalité, jusqu'à où aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le bon vouloir des princes. Les jours quand le prince est d'accord que... Ça, c'est un jugement de valeur, un jugement de fait. Je ne rentre pas dans ces questions politiques. Il y a des faits qui sont visibles et d'autres qui sont à imaginer. Aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a une situation sécuritaire améliorée. Pour conclure, en réalité, tout dépend de eux, tout dépend de... En réalité, je n'ai jamais dit que, ici, je vais être précis, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas des éléments pour organiser une élection. Mais j'ai dit que la volonté n'est pas encore là. Mais ça sera là. Je suis pour ça qu'il y aura une élection, qu'il y aura la fin de la transition. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend la volonté, on ne peut pas la juger. Il y a un manque de volonté d'aller aux élections. Parce qu'en réalité, si on a organisé le référendum, rien nous manque, il n'y a aucune impossibilité juridique ou politique d'aller... Tu as bien dit quand même qu'il y a Liège est en place pour que si tous les éléments des outils de l'élection, il est là, il reste quoi? Il irait juste appuyer le bouton pour aller aux élections. Mais quand? Je ne sais pas. Mais attendez, est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau gouvernement avant la fin de la transition, Tchambel? Non, je crois que ce gouvernement a toute la légitimité, toute la confiance de faire ce travail, ce dernier pas et de préparer les élections, d'aller vers les élections. D'où le fait que le Premier ministre soit maintenu encore au niveau du ministère de l'administration territoriale. C'est en quelque sorte une confiance. C'est de ne pas encore remettre un homme qui va apprendre. Et ça augure déjà que très prochainement les élections... Mais il y a une dimension qui n'est pas connue, la dimension de l'AES au niveau de cette confédération. Et la dimension internationale et surtout les moyens et la situation sécuritaire. Je crois qu'il y a 2 mamelles qui se tiennent et il faut voir qui pèse plus lourd jusqu'où. Et je ne suis pas pessimiste comme Maître Bala. Je suis optimiste. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas pessimiste. Très prochainement, le Mali verra des élections libres, transparentes, organisées et qu'un président démocratiquement élu mettra fin à la transition. Et pour le bonheur du peuple malien. En réalité, je suis pour le bonheur du peuple malien. Mais je pense que le peuple malien aujourd'hui n'ont pas des courants, ils n'ont pas des quotidiens des Maliens, ça dégrade. Mais je pense qu'en réalité, c'est qu'il faut... C'est des difficultés avec lesquelles il faut compter. Le Mali n'est pas le seul pays qui a connu des crises après post-Covid. C'est une réalité. Et vous avez contribué un peu en quelque sorte à cela, Maître Bala. Vous et d'autres ont contribué. Aujourd'hui, votre place est ailleurs. Donc il faut accepter et aider ce pays-là. Je n'ai jamais été proche d'un régime politique. Mais vous avez contribué à la chute du régime du Béka. Et on vous a prévenu ici sur ces plateaux et ailleurs. Faites attention. Faites attention. Nous y sommes maintenant. Il faut tirer les leçons et les conséquences. Moi, je pense que la dimension AES est très importante pour prendre en compte c'est quoi. En réalité, comment peut-on organiser les élections lorsque le capitaine Traoré se donne 5 ans possibilité
la prolongation de la transition au Burkina Faso depuis le 2 juillet 2024. C'est une autre considération. Mais je vais revenir. C'est là que je serai d'accord avec toi. J'ai en train d'expliquer. Laisse-moi que je termine, s'il te plaît. Une minute. Monsieur le Président. D'autre part aussi, si on regarde le général Tchani, la transition n'a pas encore débuté parce qu'en réalité, les organes de la transition au Niger ne sont pas mis en place. Il n'y a pas une dimension. C'est une autre dimension. Mais est-ce que ça va peser dans le cas malien? Je vais revenir dans les cas maliens. Mais il faut conclure. En réalité, les trois États ont un destin commun. Si on organise les élections au Mali, c'est-à-dire cela signifie que les deux autres aussi, ils vont organiser les élections. Je ne crois pas pour le moment que le Burkina Faso. Pas forcément le cas, mais peut-être qu'il faut aussi il en a parlé, la question aujourd'hui, pour organiser les élections, il faut que les forces vivent la nation. Parce qu'au Burkina Faso, depuis l'arrivée du capitaine Traoré, les activités des partis politiques sont suspendues. Et quant au Niger, les activités des partis politiques ne sont pas là parce qu'il n'y a pas un gouvernement. Il y a juste un gouvernement, il n'y a pas un conseil national de transition, il n'y a pas les organes de la mise en... Donc en réalité, moi je ne crois pas aux élections. Au Burkina, il y a un je pense que l'avenir nous dira... Il y a un CNT aussi. Donc il y a une harmonisation qui est possible encore. Mais nous verrons, l'avenir nous dit le temps et le meilleur. L'avenir nous dira que le Mali sortira de cette crise. Pas 2025. Attention qu'on soit clair. Je n'ai jamais dit que le Mali sortira. Je ne suis pas un ennemi du Mali. Je suis malien. Le Mali sortira. Non, je ne le dis pas. Le Mali sortira. Mais la seule chose que je ne suis pas d'accord, il faut pas, je ne crois pas qu'il y aura une élection en 2025. Le Mali est au-dessus de tout. Il faut que les militaires s'arrêtent du pouvoir. Merci, maître. Merci. Pour continuer le débat chez vous, Abdoulaye Maïga, le dernier premier ministre de la transition, ou assistons-nous à un changement dans la continuité. Bonne soirée et à demain. Merci.